bienvenue à tous. Faut-il changer l'école? La question, vous le savez, fait débat. Eh bien aujourd'hui, dans Tout compte fait, coup de projecteur sur l'éducation autrement et les nouvelles formes de pédagogie alternative. On en parle peu, mais partout en France, des écoles d'un nouveau genre voient le jour, dans des endroits parfois surprenants, comme ici, où l'on enseigne les techniques du cinéma d'animation. On évoquera également tout à l'heure, vous le verrez, le phénomène des formations du codage informatique. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce rush. Je vous rappelle les règles du jeu, vous avez 48 heures pour rendre votre programme dimanche. Le but du jeu est de refaire une intelligence artificielle de puissance 4. C'est parti, bon courage à tous. Mais avant cela, imaginez des écoles où ce ne sont pas les profs, mais les enfants qui décident du programme de la journée. Eh bien, c'est le principe des nouvelles écoles démocratiques, c'est ainsi qu'on les appelle. Elles fonctionnent à l'extrême opposé du système traditionnel. Alors, quel est leur fonctionnement? Quel coût pour quelle efficacité? Grand reportage avec Valentine Amado. À quelques jours du printemps, ambiance classe de neige dans cette cour de récréation. Nous sommes à l'école du Colibri, dans la Drôme, un établissement qui accueille 38 élèves du CP au CM2 au sein d'une classe unique. Comme tous les matins, les cours commencent par une activité étonnante. Attends, j'aimerais bien avoir Maloya. Maloya, viens là aussi, là. Un quart d'heure de méditation pour apprendre à se concentrer. On fait d'abord l'éléphant, donc on écarte un peu les jambes. On fait bien souple sur les genoux. On tend son bras. On le colle à l'oreille et on va dessiner le 8 couché. Celle qui joue les maîtresses de cérémonie, c'est Isabelle Peloux. Lassée par un enseignement trop classique, cette enseignante a fondé cette école alternative en 2007. Son but, éduquer par la coopération entre les enfants, par l'apprentissage du vivre ensemble. Le fait de coopérer, nous, c'est vraiment en lien avec la société de demain, où comme on est sur une planète finie avec de plus en plus d'enfants, et de plus en plus de monde, il va falloir apprendre à faire avec les autres. Donc on a mis en place tout un tas d'outils dans la semaine, des temps dans lesquels on parle de la relation. Et du coup, ils vont pouvoir coopérer en dépassant ces obstacles-là. Car l'école est en train de vivre une révolution. Depuis quelques années, les ouvertures d'établissements alternatifs se multiplient. L'année dernière, pas moins de 67 écoles indépendantes hors contrat ont ouvert leurs portes. Pour l'éducation de leurs enfants, les parents sont de plus en plus enclins à trouver des structures alternatives. Un choix parfois coûteux. En moyenne, 5 000 € à l'année. Alors qui sont ces parents qui ont fait le choix d'une éducation différente? Comment fonctionnent ces écoles? Quelles sont les pédagogies utilisées? Immersion dans ces établissements d'un nouveau genre. 10h30, à l'école du Colibri. Isabelle Peloux réunit ses élèves. J'attends le silence. Vous vous mettez par deux. Elle met en place le premier exercice de la journée. Un atelier basé sur la confiance. On va faire comme dans tous les jeux qu'on utilise. Donc je suis A, lui il est B. Donc B, son travail, c'est d'essayer de me faire suffisamment confiance pour garder les yeux fermés du début jusqu'à la fin. D'accord? Okay. Moi, mon travail, c'est que je sois digne de la confiance qu'il me fait. Donc évidemment, vous imaginez bien que si c'est ma petite voiture, elle va être très contente si je la ramène au garage sans l'avoir égratignée, sans l'avoir cognée, sans l'avoir abîmée. C'est OK? Oui. À première vue, c'est un peu la pagaille. À première vue seulement, car pour Isabelle, l'important est ailleurs. Ça les aide à parler de leur ressenti, de l'importance de la confiance, comment ça se passe dans le lien avec l'autre. Et du coup, quand ils sont en maths en français, il n'y a pas ce problème-là. Le fait qu'ils ne soient pas parasités par des problèmes de relation, ça fait une vraie ruche bourdonnante, ils travaillent à toute vitesse, ce qui fait que ceux qui croient qu'on perd du temps en faisant ça, ils se trompent, parce qu'en fait, on en gagne largement. Apprendre à coopérer, se faire confiance, prendre en compte ses besoins et ceux des autres.
Une pédagogie innovante qu'Isabelle et son équipe utilisent tout au long de l'année. À ses côtés, il y a Morgane et Pacôme, 2 instituteurs en formation, mais aussi Marie-Ève, enseignante elle aussi. Tous sont convaincus de la démarche d'Isabelle. Ça développe beaucoup le vivre ensemble, la coopération, et puis il y a un gros pavé en psychologie. Et là, c'était trop bizarre quand elle parlait, j'avais l'impression qu'elle mettait des mots sur plein de choses qui étaient en moi depuis des années, que j'arrivais pas à sortir. Et en fait, ça a été une évidence. Moi, j'ai dit, c'est avec elle que je veux travailler. Alors que Marie-Ève travaille sur la création d'un jeu de société avec les CM1, Isabelle enchaîne les exercices de français. Car son école a beau être privée, elle est sous contrat avec l'Éducation nationale. Elle est donc dans l'obligation de suivre le programme des écoles publiques. En revanche, elle est libre du choix de sa pédagogie. Donc les CM2, ce que je vous propose dans un premier temps, vous faites par exemple le premier exercice. Vous allez voir ceux de votre équipe. Dès que les 3 de vous leur dites, moi j'ai terminé, dès que tu as fini, tu peux venir me chercher. Vous commencez le second en attendant, d'accord? Et vous coopérez chaque exercice au fur et à mesure, ça vous va? Une technique d'apprentissage basée sur la collaboration qui ne surprend pas Timéo. Cela fait 5 ans qu'il est scolarisé ici. Il y a à, dans, par, pour, envers, avec, de, sans. Ah oui, c'est pas faux. Par exemple, moi j'étais bloquée sur cet exercice. Et en fait, ça m'a permis de savoir ce que c'était une proposition en coopérant. Et du coup, j'ai un petit peu découvert quoi. Après, ça me libère sur les autres exercices. Ouais. Cette collaboration entre les élèves est même devenue pour eux une seconde nature. On parle ici de stratégie mentale. Explication. Quand je reformule à quelqu'un ce que j'ai compris, en fait, en l'exprimant à l'oral, je l'intègre. Donc du coup, au lieu que ce soit la maîtresse qui le réexplique, c'est eux qui l'expliquent aux autres. Et en fait, à force de l'expliquer, ils l'intègrent pour eux. Caméra. Alors caméra, moi je ne suis pas d'accord. Mais certaines écoles vont encore plus loin. Car il existe des établissements sans programme où les élèves disposent d'une liberté totale. Nous sommes à Dijon. Ce matin, Rose, 7 ans et demi, s'impatiente. Et c'est parti. Une petite révolution pour Lucie, sa maman. À l'école d'avant, c'était des pleurs, c'était des larmes, c'était une vraie souffrance exprimée. Et là, on tarde un peu à y aller et elle est plutôt à trépigner, à dire non, moi je veux y aller, quand est-ce qu'on y va, j'ai envie d'aller à cette école, j'ai envie de retrouver les camarades. Enfin, il n'y a aucune difficulté en fait à se rendre dans l'endroit quoi. Mais tu vas faire quoi aujourd'hui, tu sais? Car cette année, Lucie a décidé de scolariser Rose dans une structure alternative, la Croisée des Chemins. C'est une école hors contrat. Il y en a environ 800 en France. Un établissement libre de choisir sa pédagogie. Il accueille 11 enfants, âgés de 3 ans et demi à 15 ans. Coût de la scolarité, 2 750 € par an. Allez, hop là, tu viens? Première surprise, cela ne ressemble pas à une école. Les locaux sont situés au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Tu me fais mon petit bisou quand même? À ce soir. À l'origine du projet, Fleur Matet, 38 ans, psychologue de formation. Déçue par l'Éducation nationale, cette mère de 3 enfants a un beau jour décidé de fonder sa propre école. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient dire quelque chose au sujet de la journée d'aujourd'hui ou de la semaine? Sa pédagogie est plutôt déroutante. Elle est basée sur l'absence de programme. Dans son école, pas de cours de français, de maths ou d'histoire. Ce sont les élèves qui décident ce qu'ils font, le tout dans une quasi-absence de contraintes. D'ailleurs, il n'y a même pas de salle de classe. C'est ce qui plaît tant à Rose et Joanie. On peut faire ce qu'on veut. Oui. Parce que dans les autres écoles, tu restes assis. 1 heure, 2 heures. D'accord, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. La maîtresse nous crie dessus. Grave. Ici, chaque élève vit sa vie comme il l'entend. Certains jouent aux jeux vidéo. Yes. D'autres dessinent sur les murs. C'est une ruche.
ou fabriquent des bombes à eau pour laisser libre cours à leur créativité. Moi, je suis sûre que ça pourrait trop bien passer dans un truc d'œuvre d'art. D'art contemporain. Notre démarche est de permettre aux enfants d'avoir plus d'espace de liberté. Ça suppose que les adultes puissent se sentir suffisamment en sécurité pour être dans un espace où parfois ça ressemble au chaos. Voilà, il y a des moments où l'école est sans dessus-dessous et il faut pouvoir savoir en tant qu'adulte que c'est une étape. Le seul rendez-vous incontournable, c'est l'assemblée. Une fois par semaine, tous les membres de l'école s'y rassemblent pour discuter des envies de chacun. C'est un autre principe de cette école démocratique. Tout se décide en groupe. Aujourd'hui, c'est Sally, une enseignante anglaise venue en observation, qui mène les débats. Alors, on fait l'assemblée comme d'habitude. Premier sujet abordé, l'achat d'une piscine. Une idée d'Isao, 6 ans. Il y a la proposition d'Isao d'acheter une piscine pour cet été. Cet été, il n'y aura pas de piscine pour se refroidir. En fait, l'école s'arrête 15 jours après le début de l'été. Les 15 jours d'été. Pendant les 15 jours d'été. L'idée peut paraître un peu farfelue, mais elle va permettre à l'équipe pédagogique de lancer un travail d'apprentissage. Pour l'instant, j'ai vu que tu n'avais pas vraiment fait de recherche pour dire quelle piscine et combien ça coûterait, et ce que ça supposerait comme entretien. Est-ce que tu es d'accord de faire des recherches sur le prix d'une piscine? Ouais, on va le faire avec ça. Je voulais dire que je suis motivée pour faire ça avec toi. On peut toujours faire les recherches et peut-être il y a une petite piscine gonflable, par exemple. 10 minutes plus tard, Isao rejoint Sally. P.I. S.I. Il y a une lettre qui manque là. Ah oui, c'est Ouais. C-I-N-E. Ouais. Oui. Le C, il va servir à rien. Ça fait piscine. C'est vrai, mais c'est comme ça qu'on écrit piscine. L'achat d'une piscine, un prétexte pour faire un peu d'orthographe, mais aussi des mathématiques. En fait, Celle-là. et vous avez, ça coûte Et moi combien? aussi. 2499. 499. Est-ce qu'on peut acheter celle-là? Non. Alors, quelle piscine est-ce qu'on peut acheter? Celle-là et celle-là. Ouais. Une séquence de scolarité que Sally inscrit sur l'ordinateur de l'école. La preuve formelle que les élèves reçoivent un enseignement. Tu vas rentrer le titre de l'activité, tu vas dans ce cadre ici. Nous avons fait des recherches. Des recherches pour le prix. Et... Voilà, pour voir les prix des piscines. Là, ils ont pu aborder des notions de profondeur, de taille, de mesure, de prix. Voilà, avec un projet concret qui est l'achat d'une piscine, qui se fera ou qui ne se fera pas, mais en tout cas qui aura permis à Isao d'élaborer des stratégies. Retour dans la Drôme, à l'école du Colibri. La classe se poursuit avec une sortie à la ferme des Amanins, située à proximité. J'ai besoin de réentendre les consignes de la ferme. Vas-y Noé. Chaque semaine, les CP apprennent à s'occuper des animaux. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'on donne aux cochons? Pas de la sciure. De la levure. Pas de la levure. Alors ça, je vous le redis, ça s'appelle du son. On donne aussi du petit lait. Alors, le petit lait, il est là. Comment on a eu le petit lait? Un rituel qui fait partie intégrante de la pédagogie. Qu'est-ce qu'on va faire avec les cochons? Du pâté, des saucisses. Des côtes de porc, c'est trop bon. Allez, on va reprendre du foin pour les brebis. La visite a un double intérêt. Respecter le programme de l'éducation nationale et acquérir un savoir-faire. Vous allez par la porte, là-bas. Et vous rentrez avec les agneaux, vous leur faites des petits câlins. L'enfant, il ne peut pas tricher avec l'animal. Et s'il veut pouvoir le câliner, il va falloir vraiment qu'il se pose. Pour de vrai. C'est une interaction de bien-être. Et là, vraiment, ça fait du bon, quoi. Donc, quand ils viennent ici à la ferme, ils reviennent, ils sont apaisés, ils sont heureux, ils ont des étoiles plein les yeux. Et en plus, ils ont appris. Voilà, sans s'en rendre compte, ils apprennent plein de choses. Voilà, pour un enseignant, c'est vraiment de l'or, quoi. C'est de l'or sur un plateau.
Il est midi, c'est l'heure de la cantine. Au menu, soupe de légumes du potager et pizza, fabriquée par la cuisine de l'école. Ici, 80% de ce que l'on mange est produit par les fermes aux alentours. Dans cette école, où le vivre ensemble est une règle, les parents ont aussi leur place. Voici Jérôme. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le service de table. On s'implique vraiment toute la vie de l'école et c'est une belle expérience. Jérôme passe 3 journées par an au service de l'école. Cela permet aux parents de payer moins cher la scolarité. Seulement 116 € par mois, cantine comprise. Et du coup, le bénéfice secondaire, mais qui n'était pas prévu au départ, qui est vraiment énorme, c'est que ça crée du lien avec les parents de l'école. Les parents de l'école créent du lien avec les salariés de la cuisine. Du coup, nous, on est une école où on n'a pas de problème de cantine, ça c'est énorme. À la croisée des chemins, c'est aussi l'heure du déjeuner. C'est l'heure de manger. Thibaut, l'un des membres de l'équipe, a préparé un couscous. Vous n'avez pas mangé une chose? On va pas être prêt. Non, on va pas. Là, oui. Je sais pas si vous voulez, mais je vous annonce en tout cas. Malgré une matinée passée en cuisine, personne ne se presse pour déjeuner. Pas vraiment une surprise pour Thibaut. Il ne faut pas que les choses te tiennent trop à cœur dans cette école, parce que sinon on est vite déçu. C'est normal que notre intérêt ne soit pas l'intérêt de tout le monde. Donc non, c'est pas quelque chose qui me tient à cœur particulièrement. Je veux dire, si je suis le seul à m'intéresser à des choses, ça me va aussi. En revanche, 1 heure plus tard, l'atelier poterie initié par Fleur a bien plus de succès. Tu la mets dans ta main. Oui, et tu enfonces ton pouce. Et ensuite, tu fais tourner la boue en aplatissant au fur et à mesure. Pour elle, peu importe l'activité, l'important, c'est que les élèves aient envie de la réaliser. C'est pas connaître la différence entre un attribut et un épithète qui fait qu'on devient quelqu'un qui va trouver à vivre une vie riche et sereine, quoi. C'est plutôt le savoir intime que le monde nous appartient, qu'on peut y occuper la place qu'on souhaite et qu'on peut contribuer. Voilà. 2 écoles, 2 approches pédagogiques différentes, mais au final une volonté commune, éduquer autrement pour permettre aux enfants de vivre heureux et de trouver leur place au sein de la société. L'éducation autrement, c'est aussi, on le sait, apprendre de nouveaux langages, comme le codage informatique. Il est présent partout, de l'automobile à la domotique de maison, en passant par la création sur Internet. Coder est, dit-on, un métier d'avenir, si bien que depuis quelques années, partout en France, des écoles spécialisées ont vu le jour pour petits, mais aussi pour les plus grands. Grand reportage sur une formation d'avenir avec Élodie Tinel. « 8h30, à l'école primaire de Frétigny, un petit village du Perche. Vous sortez votre livre de mathématiques, les CM1 aussi. La classe de CM1, CM2 de Madame Dagnay est en plein travail. Tableau noir, craie blanche, bureau avec encrier. Une classe à l'ancienne? Pas tout à fait. T'as double-cliqué? Oui. Comme près de 60% des écoles primaires françaises, cette classe est équipée d'ordinateurs. Ici, les élèves résolvent des problèmes de maths sur des écrans. Tu ouvres tous les tiroirs et ici, vous allez placer après, à la fin, votre curseur ici pour indiquer le nombre total de stylos. Je clique là et je mets 20. T'as réussi? Ils n'ont pas l'impression de travailler en fait. Je pense que l'ordinateur, c'est encore un jeu pour eux. Et on apprend en jouant. Donc on prend le problème sur les stylos. Et pour jouer, justement, il y en a un que les élèves attendent avec impatience. C'est Romain. Il est développeur informatique. Il intervient dans les écoles pour donner un cours un peu particulier. Pour cela, il n'est pas seul. Un étrange robot l'accompagne. Nom de code, Eva. Bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour. Ça va? Oui.
Vous allez bien? Depuis septembre dernier, une fois par semaine, Romain enseigne la programmation informatique. Autrement dit, il apprend aux enfants à parler aux ordinateurs. Une démarche mise en place par la mairie et la directrice de l'école. Quand je vais lui appuyer sur le bouton central, il va effectuer une action pour aller chercher son petit os. On va appeler ça son petit os. Donc du coup, vous allez devoir décomposer chacun des mouvements d'Eva. Ok? Donc j'appuie sur le bouton, vous êtes prêts tous? Le but de l'exercice est simple. Les élèves doivent repérer les ordres que le professeur a donnés au petit robot. Combien vous en avez pour l'instant? Pour qu'on regroupe tout le monde. 7? Alors, il prend son os, il fait demi-tour, il avance, il lève sa pelle et il recule. Et il recule à la fin. Ces ordres, les élèves vont ensuite les traduire en langage informatique sur leur ordinateur. Mais avancez pas rapide. C'est cela, le codage informatique. Assembler une suite d'actions précises, comme avancer de 10, rebondir si le bord est atteint, ou encore dire stop. Résultat, ces enfants d'à peine 9 ans réussissent à animer leur prénom ou à faire avancer une voiture sur un petit circuit. Le code, ce sont ces lignes de chiffres, de lettres et de symboles. Un langage informatique qui permet de faire fonctionner la plupart des objets du quotidien. Vous ne le savez peut-être pas, mais le code est omniprésent dans votre vie. Lorsque vous utilisez votre lave-linge, votre machine à café ou encore votre télécommande. Derrière tous ces objets se cachent des lignes de code. Elles ont été écrites par des développeurs. Ce sont des profils rares. Il en manquerait entre 10 000 et 40 000 sur le marché français. Alors depuis 3 ans, pour faire face à cette pénurie, des établissements d'un nouveau genre se sont créés. Des écoles numériques. Quelles méthodes utilisent-elles? Qui sont ceux qui ont misé sur ces fabriques? Plongez au cœur de ces écoles 3.0. Retour dans le Perche. Pour enseigner le code aux enfants, Romain n'a pas suivi un cursus universitaire classique. Il est venu se former ici, à la White Code School, une école privée où l'on apprend le code en à peine 5 mois. Romain, pourquoi il y a toutes ces chaussures? Alors du coup, c'est parce qu'on a la politique de travailler comme à la maison, c'est-à-dire en chaussons, pour être à l'aise et pour éviter le ménage aux femmes de ménage en fait. C'est pour le côté baba cool, je dirais. Plutôt détente en fait, c'est surtout ça. Voici la créatrice de cette école. Elle s'appelle Anna Stepanov. Salut Romain. Il y a 2 ans, cette ancienne consultante en stratégie décide de monter une start-up. Mais très vite, elle se heurte à un problème de taille. J'étais confrontée au manque de développeurs en France quand j'ai voulu créer ma première start-up, mon premier projet, il y a quelques années. Je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas assez de développeurs. Et donc, j'ai décidé de changer mon projet et me concentrer sur la création d'une école de codeurs, donc, qui est la Wild Code School. À l'aide de quelques entrepreneurs locaux et sans gros moyens, Anna monte sa première école numérique avec une double idée. Former des as du codage, mais aussi susciter des vocations chez les plus jeunes grâce à ses formateurs. Nous, on essaie de commencer plus tôt, vers 7-8 ans, pour commencer à les préparer, les sensibiliser à cet univers, ces possibilités qui s'ouvrent à eux, pour que, vers 12 ou 13 ans, ils soient capables d'être autonomes avec l'outil informatique. Anna a déjà ouvert 4 écoles. Elle forme une trentaine de développeurs par promotion. Coût de la formation, 6 000 €. Certains d'entre eux créeront les nouvelles applis de smartphone de demain, des sites internet ou des logiciels pour les banques. Leurs profils sont très recherchés. D'ici 2020, près de 140 000 postes seraient à pourvoir. Mais les écoles comme celle-ci ne sont pas assez nombreuses pour les former. En banlieue parisienne, dans une résidence HLM, à Saint-Cloud. Jonathan a 24 ans. Il y a quelques mois, ce fan de jeux vidéo était encore poissonnier. En septembre, il a découvert une école d'un nouveau genre et décidé de reprendre ses études. Donc là, vous vous préparez à partir à l'école. C'est ça exactement. Et tu vois, le sac est plutôt rempli. Et vous avez toujours aimé aller à l'école? Non, j'ai absolument jamais aimé ça.
À chaque fois quand je me levais, c'était presque l'enfer, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et alors que là, c'est tout à fait l'opposé. C'est quand je me lève, j'ai envie de me lever, de bouger, prendre ma douche et de partir à l'école. Parce que je sais que je suis extrêmement bien là-bas. C'est un peu comme, entre guillemets, mon second chez moi. Son second chez lui, comme il l'appelle, c'est l'école dont tout le monde parle, l'école 42. Elle est située porte de la Villette, dans le nord de Paris. 4200 mètres carrés, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 42, ça ressemble d'ailleurs à tout, sauf à une école. Dans l'entrée, les élèves peuvent déposer leur skateboard. À l'intérieur, il y a une cafétéria dernier cri, une salle de jeu et des œuvres de street art recouvrent les murs. Comme tous les matins, Jonathan y retrouve son amie Mathilde. Ils font partie des 900 élus sur 3000 candidats qui ont passé le test d'entrée cette année. Ça va? Bien et toi? Ça a été? Ouais. Dans cet immense open space que l'on appelle la machine, 300 ordinateurs sont alignés. Les élèves s'installent où ils veulent. Un tiers d'entre eux n'a aucun diplôme. Moyenne d'âge, 22 ans. Moi, je vais avoir notre peluche pour rendre l'espace plus personnel, plus adéquat. Pareil pour mon camarade juste ici. À 42, la méthode d'enseignement ne ressemble à aucune autre. Les élèves apprennent à travailler entre eux et il n'y a pas de professeur dans les allées. Tout se passe sur ces écrans, à travers des vidéos qui sont en fait des cours. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du J10 de Piscine C à 42. Mais derrière cet enseignement interactif, il existe bel et bien une équipe de pédagogues. Elle se trouve au dernier étage de l'école, au bocal, une sorte de salle de contrôle où une dizaine de profs en t-shirt noir conçoivent les exercices de l'école. Ils ne sont guère plus vieux que leurs élèves et ils ne communiquent que par chat. Exemple avec Laurie. Elle est en conversation avec Mathilde, 3 étages en dessous. La copine de Jonathan lui demande l'autorisation de corriger le travail d'un autre élève. Il me demande si c'est pas trop dérangeant de corriger sur un projet qu'elle n'a pas fait. Et du coup, bah non, parce que c'est un projet qu'elle n'a pas fait, mais qui n'est pas très éloigné de son niveau. Du coup, elle va pouvoir très facilement avoir un regard extérieur pertinent. Se débrouiller par ses propres moyens, travailler ensemble et se corriger les uns les autres. L'homme qui a eu cette idée un peu révolutionnaire, c'est Xavier Niel. En 2013, le roi de l'Internet a investi 70 millions d'euros pour créer cette école gratuite, afin de former en 3 ans des petits génies de l'informatique. Et on fait notre selfie tous les deux? Alors quand celui qu'on appelle ici Tonton vient rendre visite à ses poulains, il est accueilli comme une rockstar. C'est pas moi la rockstar, c'est eux, parce que c'est eux qui bossent tous les jours, c'est eux qui ont le courage de se taper une sélection. Bonjour, de se taper une sélection de 450 heures pendant un mois pour être ici. C'est eux qui étaient pour la moitié d'entre eux en échec scolaire et qui ont un jour ont eu du courage pour refaire des études d'une manière différente, parce que c'est plutôt un grand jeu que des études, d'apprendre un métier, de leur garantir un emploi. Si on a un doute sur l'avenir de la France, si on a un doute sur la jeunesse de ce pays, on vient ici, on passe une demi-heure, on parle avec 5 d'entre eux et on repart en se disant mais putain, ce pays il est fantastique, ces jeunes sont fantastiques. À l'école 42, l'ambiance est tellement cool que le Big Boss prend même le temps de plaisanter avec ses élèves. Ça va? Oui, ça va. Première année? Ouais. Vous êtes fous, vous êtes complètement fous. Ça devrait être horrible, vous êtes pas ça. Mais ne vous fiez pas aux apparences. En réalité, à 42, les élèves sont sous pression, challengés en permanence. Ça fait partie de la pédagogie. Aujourd'hui, Nicolas, le directeur de l'école, a prévu une épreuve de force. En informatique, on appelle ça un rush. Bon, bonjour à tous, bienvenue pour ce rush. Je vous rappelle les règles du jeu, vous avez 48 heures pour rendre votre programme dimanche. Le but du jeu est de refaire une intelligence artificielle de puissance 4. C'est parti, bon courage à tous. L'intérêt, c'est de développer leur capacité à travailler sous stress, dans un temps contraint, et de travailler en équipe en se répartissant le travail. Vous n'avez jamais joué en puissance 4 ? Les 300 élèves doivent inventer un programme codé qui permette à une machine de jouer contre un humain à un jeu enfantin, le puissance 4. Ce qui nous intéresse, c'est de réussir à le recoder
Et c'est pas dur de le recoder, l'intérêt c'est de le recoder en 2 jours. Alors qu'on n'a jamais pensé à le faire avant, donc le challenge c'est de le faire en 2 jours seulement. C'est donc parti pour 48 heures de remue-ménage. Et pour être sûr que les élèves passent un maximum de temps à coder, tout est prévu. Des salles silencieuses pour faire une pause, des douches et des espaces de jeu pour trouver l'inspiration. Quand on est bloqué sur le code, rester trop devant, c'est pas bon non plus parce qu'on tourne en rond. Et penser à autre chose et après revenir sur le code, ça nous permet d'avoir une nouvelle vue, on va dire. Il est 23 h, l'heure de faire un break pour Mathilde. Pas toujours facile. Quand on est dans le code, c'est comme quand on joue à un jeu vidéo, on avance dans ce qu'on fait et plus on avance, plus on découvre des nouvelles choses et plus on a envie d'en faire. Du coup, on s'arrête jamais. À l'école 42, la notion du temps peut très vite devenir inexistante. Pour réussir leur épreuve, Mathilde et Jonathan vont travailler très tard, pendant tout le week-end. Si à l'école 42 on forme des forcenés du code, le codage c'est aussi un moyen pour d'autres de retrouver du travail. Et s'habiller après chérie surtout. On va aller à l'école ce matin. Allez, venez les zouzous. Célia est en reconversion professionnelle. Après avoir passé 10 ans dans un service marketing, elle suit une formation gratuite en région parisienne chez Simplon.co pour devenir développeur informatique. Il y a un mois, elle n'avait jamais écrit une ligne de code. Bonjour. Salut. Salut Nour. Ça va? Ici, les locaux sont plutôt basiques. Pas de salle de jeu, ni de cantine branchée. Et pour tout dire, les élèves sont un peu à l'étroit. Comme Célia, la plupart sont en reconversion. Ils travaillaient dans l'animation pour enfants, la restauration ou la vente à domicile. Toi, tu viens de... Moi, je viens plus ou moins déjà de l'informatique, en fait. Et je fais des études dans le multimédia, dans le jeu vidéo, etc. Et je suis redirigé vers le web avec Simplon. Voilà, donc voilà, Rissa était dans l'informatique, moi pas du tout par exemple, et je pense qu'on a quasiment un bon 10 ans d'écart. Et ouais. Du coup, ouais, ça va. Mais du coup, il me fait partager des choses de sa vie de jeune. Il m'apprend plein de choses, par exemple sur le langage des jeunes d'aujourd'hui, des choses comme ça. Après, moi, je vais peut-être avoir un peu plus de recul sur d'autres choses. Je vais peut-être être moins anxieuse sur des choses parce que j'ai un vécu derrière. Je vais être peut-être plus à l'aise sur la prise de parole par rapport à d'autres ici. Mais eux vont m'apprendre autre chose, quoi. C'est l'une des particularités de cette école. Elle est ouverte à tous, mais elle privilégie la mixité. Ou comment donner au codage une dimension sociale. Et ça, on tient à ce qu'il y ait vraiment une diversité de profils, dans le sens que ça aille de personnes qui n'ont pas le brevet des collèges jusqu'à des personnes qui ont bac plus 8. On trouve que ça a de la valeur, parce que justement, des profils qui ne seraient peut-être jamais croisés autrement, et qui travaillent sur des projets communs, et qui explorent cette chose un peu intrigante qu'est le numérique ensemble, on se dit que quelque part, c'est ça la France, c'est ça la République, c'est ça le monde de demain. C'est peu importe ton statut social, ton origine territoriale, ton niveau de diplôme, tant que tu as de la motivation, tant que tu as envie d'aider les autres, tant que tu as envie d'apprendre, apprenons tous ensemble et pratiquons tous ensemble. Dans la salle d'à côté, Célia se prépare. Elle doit présenter le travail de son équipe. Du coup, on va commencer par le groupe de Célia. Donc, nous, on devait faire un site sur des vêtements de luxe. Donc, on a nommé Ariette Denâtre. Donc là, vous avez la Home. Pendant 2 heures, tous les groupes présentent leurs projets. Ici, un site de location immobilière. Ou encore, un site de restauration rapide. À la fin de chaque présentation, les équipes sont applaudies. Un bon point pour Célia. Et vous, votre objectif, c'est quoi en sortant de cette formation? Moi, je voudrais faire du développement web, je voudrais faire du site internet. Voilà, pour être simple, je voudrais faire du site internet et des applis mobiles. Dans quel domaine? Aucune idée. J'ai aucune idée du domaine. Je pense que je peux faire une appli pour vendre des voitures aussi bien qu'une appli de luxe pour vendre des fringues. J'ai aucune idée. Je pense que le but pour moi, c'est de coder avant tout. C'est le fond et pas forcément. Ouais, peut-être. Mais c'est un bon virus. Depuis l'année dernière, 171 écoles ou formations ont été regroupées par le gouvernement au sein d'une grande école du numérique. D'ici 2017, les pouvoirs publics espèrent former près de 10 000 personnes au métier de l'informatique.
Alors il y a le codage et l'informatique, mais aussi les nouvelles écoles du one-man show. C'est le choix que font des dizaines d'élèves chaque année. C'est aussi une forme d'apprentissage inédite, avec parfois un changement de vie à la clé. Alors il n'y a pas de bibliothèque, pas de tableau noir, mais une grande scène comme celle-ci et des fauteuils rouges pour salle de classe. C'est une formation complète qui dure plusieurs années, mais qui a un coût. 4 000 € par an. Alors comment tout cela fonctionne? Eh bien l'une de nos équipes a suivi l'espace de quelques jours ces nouveaux amateurs du rire. Portrait croisé, Vincent Lepreux. J'ai une vraie vie quoi. Il y a quelques années, à cette heure-ci, Olivia Moore était assise à un bureau dans une grande entreprise cosmétique dont elle était directrice marketing. C'est là qu'on comprend pourquoi j'ai beaucoup de mal à être à l'heure dans ma vie. Désormais, cette quadragénaire dynamique occupe un tout autre style d'emploi. Son nouveau bureau, le voici. Un petit théâtre parisien. Elle y joue 2 fois par semaine son one-woman show intitulé Mère indigne. « 120 personnes prennent place dans cette petite salle pour 1h15 de spectacle très autobiographique. Aurélia, tu sais pourquoi notre maman, elle est plus avec notre papa? Bah écoute, mon cœur, tu sais, c'est des histoires de grands, hein. On peut pas savoir, mais peut-être qu'elle voulait pas d'enfant finalement. La maternité, la famille recomposée. Olivia décrit le quotidien d'une mère de famille totalement décomplexée. Avec ce spectacle, elle remplit des salles depuis 4 ans, à Paris en semaine et tous les week-ends en province. Olivia Moore est désormais une humoriste reconnue. Mais pour passer du marketing à la scène, elle a dû retourner sur les bancs de l'école. C'est dans le quartier de Pigalle que cela se passe. Depuis quelques années, la filière du one-man show attire toujours plus de candidats. Ils ont entre 18 et 45 ans et ont choisi d'apprendre le métier d'humoriste. Fondée par Sylvie Joly, l'école du one-man show occupe 2 petits théâtres. Elle forme chaque année pas moins de 180 élèves. Ce matin, pour Mathieu Di Macario en rouge, c'est la rentrée scolaire. À 32 ans, cet ancien employé de banque est en première année à la fac de l'humour. Ici, on a formé Bérangère Krief ou encore Gaspard Proust. Pour suivre leurs traces, les étudiants déboursent entre 100 et 500 € par mois, de septembre à juin, en fonction du nombre de cours qu'ils prennent. Ils sont encadrés par une douzaine de professionnels rémunérés par l'école, comme JB, prof d'écriture et humoriste reconnu. C'était il y a 15 jours, je vous avais demandé d'écrire 30 minutes. Ce qu'on va faire, on va faire passer quelqu'un. Ouais, je vais passer. Allez, bah vas-y. Et surtout, amuse-toi. Guten Abend, Herr Tradfell. C'est du néerlandais? Ça veut dire bonsoir, ça va. Ok, c'est bien ce que je pensais. Tout le monde s'en fout des Pays-Bas. Mathieu est parvenu à écrire une vingtaine de minutes de spectacle. Quelques rires, pas mal de flops. C'est le métier qui rentre. Dans cette école, il n'y a pas que les enseignants qui notent les élèves. Chacun doit savoir évaluer la prestation des autres. Qu'est-ce que tu lui dirais sur l'ensemble? Imagine, t'es son metteur en scène, tu lui dirais quoi? C'était son metteur en scène. Il y a encore des petites recherches de texte, on sent qu'il faut encore travailler le texte. Après, tu bafouilles beaucoup. On est avec toi, puis après, ok, on a cerné le personnage, et puis une demi-heure, ça va, mais je pense qu'au-delà... Voilà. JB va être encore plus direct. Moi, je pense que de tout ce que tu as fait, tu vois, tu peux en faire un très bon 5 minutes. Ouais. Tu vois, là, je sais pas, ça doit durer peut-être 10. Là, ouais, 4, 4, 8, et là, il n'a pas fini, ouais, ça va faire 12. Ouais, 12. Mais tu vois, tu essayes de le condenser en un bon 5 minutes. Ouais. Ouais. C'est dur, d'autant que dans quelques jours, tous les élèves présenteront leur sketch devant un vrai public. T'as bien bossé. Deuxième théâtre et deuxième cours de la matinée.
La prof d'interprétation, c'est Anne Cangelosi, aussi connue sous le nom de Mémé Casse-Bonbon, le titre de son spectacle. Et elle ne mâche pas ses mots. J'ai vécu trop de choses avec ce soir. Assume. Recommence et assume. Là, t'assumes pas. Romain, 20 ans, en fait les frais. C'est justement pour cela que l'école embauche des gens comme Anne, pour inculquer aux apprentis humoristes les bases d'un métier difficile. Pensez à un truc, c'est que quand vous commencez un sketch et quand vous le finissez, faut que ça commence là, vous réveillez les gens, vous faites ça comme ça et ça finit là, pour qu'on se souvienne de vous, d'accord ? Il y a 15 000 humoristes partout en France. Je vais pas vous plomber l'ambiance, mais vous le savez. Ah bah, c'est fait. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez être différent des autres? Allez, on se concentre, là, silence. Concentration. Allez, Mathieu. Qui regarde des films porno de temps en temps? Bon. Qui tombe accidentellement sur des films porno sur Internet? La thématique de Mathieu est un peu osée, mais ici on ne juge que l'efficacité. Et pour le coup, son sketch en manque un peu. Fais gaffe parce que tu rentres dans un espèce de rail où tu rajoutes plein de petits mots parasites qui cassent ton rythme. Ok, merci. Donc, Énergie 12. Énergie 12. Chignoc. La Cité de la Peur. Pour la fin, pour la vague de fin et le... Et va regarder Foresti un peu. Ouais. Des émissions, des films et des comiques à regarder pour l'inspiration. Mathieu repart avec des devoirs. Lorsqu'il regagne son appartement dans Paris, après les cours, l'ancien employé d'agence bancaire s'applique une discipline de fer. Il faut écrire, encore écrire, pour construire un one-man show d'un peu plus d'1 heure. J'essaie de me souvenir d'une discussion qu'on a eue hier avec ceux de l'école. Et du coup, j'essaie de me rappeler ça pour le mettre dans un sketch. Un grand appartement, du temps devant lui, des conditions d'études idéales. L'école lui coûte 9 000 € sur 2 ans. Mais Mathieu est un privilégié. Grâce à ses 10 années passées dans la banque, il est payé pour devenir humoriste. C'est comme si j'avais fait une formation de comptable, sauf que je fais une formation de théâtre, humoriste, comédien. Et pour le coup, donc, ma formation est financée et eux me rémunèrent. Parce que je suis toujours salarié de l'entreprise. Pour l'instant, Mathieu n'a pas fait de sketch sur l'univers des agences bancaires. D'ailleurs, si sa reconversion ne marche pas, en juin 2017, il devra retourner à la banque. Pour éviter cela, il fait consciencieusement ses devoirs dans des conditions un peu particulières. Le canapé, c'est mon public. Là, c'est la scène, et là, ça me permet de me projeter, éventuellement de faire des jeux de regard, même s'il n'y a personne. Ça peut m'aider. Goedenavond, Ertradvel. Non, c'est du néerlandais. Non, ça veut dire bonsoir, ça va? Ça file droit, un enfant, ça s'arrose, ça se nourrit, ça se couche, et puis ça pousse tout seul, quoi. Même travail, mais autres conditions. Au cœur de Paris, c'est dans une véritable salle que répète Olivia Moore. Et surtout, avec un véritable metteur en scène. C'est très simple, hein. Ok, stop. Je te dis ce que moi je vois. Ce que toi tu vois. Je ne fais pas de procès d'intention. Non, je te dis juste ce que moi je vois. Oui, c'est caricatural ce truc. C'est ça. Marie Guibourg, c'est une pointure. Elle a travaillé avec Axel Lutz ou encore Fabrice Eboué. Une grande professionnelle dont Olivia peut aujourd'hui rémunérer les services 4 ans après sa sortie de l'école. On est à 2 doigts du féminisme bas de gamme et débile qu'on déteste, c'est-à-dire ce truc. Parce que les hommes, ils sont... Ça m'emmerde un peu. Avec Olivia, Marie reprend chaque virgule du spectacle. Le texte a presque entièrement changé depuis sa première version, écrite à l'école du One Man Show. Après, vous diriez que vous avez gardé quoi de l'école du One Man Show? À quoi ça vous a servi, cette école? Ah bah c'est quand même un super pied à l'étrier, parce que quand on connaît rien à ce milieu, déjà c'est important de voir qu'il y a une école pour faire ça. C'est-à-dire quand on veut faire du one-man show, c'est pas évident de se pointer dans une école de théâtre où on travaille du texte classique et où du coup on a du mal à faire le pont entre les deux parce qu'il y a toute cette dimension d'écriture. Donc rien que la structure des cours fait que on comprend que si on veut faire du one-man show, bon bah voilà, faut savoir écrire, faut savoir jouer, faut savoir improviser, faut travailler l'interprétation. Enfin voilà, donc c'est tout bête, mais rien que déjà de voir le programme, bah, ça donne une espèce de feuille de route. Tu veux refaire cet enchaînement qui est tout simple, hein, mais c'est juste une idée après l'autre. Je vous donne un exemple. Par exemple, elle se plaint... Mais oui, mais je vous donne un exemple par exemple. Non, ça colle. Il faut que je le vire. C'est ça le problème. Je vous donne un exemple. Par exemple, elle se plaint. Dans ce métier, l'école n'est qu'un premier pas. Mais de la vie des professionnels, elle apprend l'essentiel. Je pense déjà qu'elle a le mérite d'exister et que
c'est quand même bien de se dire que le one-man show, c'est un métier et que même si on a des prédispositions pour ça, ça reste un métier avec des techniques, une exigence et qu'on n'arrive pas sur scène en étant drôle comme on est dans la vie, en fait. C'est pas si simple que ça. Donc être drôle, ça s'apprend finalement. Non, être drôle tous les soirs sur scène, ça s'apprend. C'est pas compliqué. Tu vois, ah oui, je peux quand même faire... Être drôle sur scène, c'est le défi du soir pour les élèves de l'école du One Man Show. Une sorte d'examen blanc qu'ils préparent depuis un mois. Un spectacle d'école face à un public composé essentiellement d'amis et de proches, mais payant. Notre étudiant humoriste joue son sketch le plus rodé, celui de l'agent immobilier corse. C'est très pratique. Voici le hall. Alors, comme son nom l'indique, le hall permet de voir toutes les pièces. Hall la chambre, hall le salon, hall la cuisine. Il est assez grand pour pouvoir circuler à plusieurs. Chaque élève présente 1 ou 2 sketchs durant un peu plus d'1 heure et demie. Hello, it's me. Et à chaque mariage, t'as toujours ma grand-mère qui me fait la même blague. Ah, c'est toi la prochaine, hein? C'est toi la prochaine, hein? On va l'arrêter, hein, depuis que je lui fais la même blague aux enterrements. Le spectacle est un succès, un délicieux avant-goût du métier pour les étudiants humoristes. À la sortie, le public est ravi et plutôt optimiste. C'est un très beau vivier, là. Et je pense qu'ils vont faire carrière. On l'a toujours connu à nous faire des blagues et à nous faire rire. Et du coup, le voir sur scène, c'est beau, ça fait plaisir. Quant à la famille de Mathieu, elle est conquise. Alors, eh ben, cool, super, hein? Ça y est? Ouais, ça y est, c'est fait. Ça y est? Ouais. Non, puis c'est bien parce que comme on est allé le voir depuis un moment, plusieurs fois, on voit comment il progresse aussi, lui. Il faut que ça tourne vraiment beaucoup et que ces sketchs ils les rodent, quoi. Ces sketchs soient vraiment joués, rodés et quand ils tourneront vraiment bien, il montrera son spectacle et là il pourra vraiment se faire plaisir. Et aller au Zénith. Et aller au Zénith, pourquoi pas l'Olympia? Pour Mathieu et sa promotion, ce spectacle réussi n'est qu'une étape. Un petit pas de plus vers la grande famille des 15 000 humoristes français. Et qui sait, peut-être que ces amateurs du rire sont les Florence Foresti, les Gad Elmaleh de demain. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.